Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un peu différent. C'est que je me suis aperçue que j'avais énormément de notes pour cette capsule-là, mais je pense pas que ça va être une vidéo super longue pour autant. C'est juste que j'ai vraiment des choses précises que je voulais vous dire et j'ai toutes pris mes notes sur mon ordinateur et mon imprimante ne fonctionne plus, donc je peux pas imprimer mon petit script que je me prépare d'habitude. Donc aujourd'hui, c'est une capsule pour vous donner la parole. Donc j'ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous auriez aimé faire différemment pour votre accouchement ou vos accouchements, s'il y a des différences que vous auriez aimé apporter? J'ai reçu beaucoup de réponses, puis là, je vais me permettre de vous donner mon expérience, mon avis, etc., mes conseils, s'il y a lieu, mais je veux quand même mentionner que je ne suis pas doula, je suis pas accompagnante à la naissance, je suis pas sage-femme, je suis pas un personnel médical, donc c'est juste mon expérience de maman et en fait, le contenu que j'ai appris, moi, avec mon accompagnante à la naissance, que je vous partage, mais je vous conseille tout de même d'en discuter avec le personnel qui vous accompagne pour votre naissance et de faire vos propres recherches. Parce qu'en fait, ça va vraiment être la clé aujourd'hui de se rappeler qu'il est toujours question de vos choix, des choix éclairés, des choix qui sont réfléchis, qui sont faits pour vous. Moi, je suis pas là ici pour pointer du doigt certaines choses, pour en démoniser d'autres, pour les présenter sous un mauvais œil. Je fais juste, en fait, mettre en lumière ce que les autres femmes m'ont mentionné qu'ils auraient voulu faire différemment. Et je vous apporte, en fait, des points que moi-même, j'ignorais pour mon premier bébé et que j'ai appris en discutant avec d'autres mamans et en ayant une doula pour ma deuxième grossesse et mon deuxième accouchement. Avant de se lancer dans la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne. Ça va vraiment faire la différence en fait pour un petit compte comme le mien et ça va permettre à d'autres mamans qui pourraient être susceptibles d'aimer ce genre de contenu ou qui recherchent ce genre de contenu parce qu'ils sont enceintes, qui veulent tomber enceinte, qui sont près de leur accouchement ou qui veulent simplement s'informer. Donc, ça me permet en fait d'être un peu plus pertinente dans l'algorithme. Plus j'ai d'abonnés, mieux c'est. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. En plus, vous allez pouvoir être notifié en activant la petite cloche lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. Et maintenant que c'est fait, on se lance dans la vidéo du jour. Donc, encore une fois, je vous ai questionné sur Instagram, puis j'ai reçu de belles réponses. J'ai pas pu toutes les mettre dans cette vidéo-ci. Vous allez voir qu'il y en a certaines que j'ai combinées ensemble. Puis j'ai sélectionné en fait celles qui m'inspiraient le plus et qui, je pense, vont ouvrir de belles discussions, soit dans les commentaires, soit dans votre vie personnelle, où vous allez pouvoir apporter ces points-là peut-être à votre partenaire, votre personne significative, les gens qui vont être présents pour votre accouchement. Donc, c'est un peu le processus de sélection que j'avais de mon côté, mais j'aimerais quand même savoir dans les commentaires sous cette vidéo-ci ce que vous auriez fait de différent pour votre accouchement. Mais sinon, notre top 6 aujourd'hui, on a 6 belles réponses à couvrir ensemble, donc on se lance pour la première réponse que j'ai reçue. En fait, c'est la réponse la plus populaire, c'est j'aurais voulu éviter l'épidurale. Moi-même, à mon premier bébé, je me demandais vraiment souvent pourquoi les femmes désirent à ce point éviter l'épidurale. Tu sais, dans le fond, c'est une méthode qui t'empêche de souffrir. Donc, moi, personnellement, je voulais la prendre. Je voulais prendre tout ce qui pouvait me permettre de ne pas souffrir pour donner naissance. Mais c'était en fait de la désinformation un peu que j'avais de mon côté. Donc, c'est dans cette optique-là que je vous apporte mes points aujourd'hui. Parce que effectivement, moi, j'ai reçu l'épidurale à mon premier. Je l'aurais redemandé à mon deuxième si elle avait été plus proche. Parce que vient un moment où on dirait pas dans tous les cas, là, mais dans certains, et dans mon cas à moi, vient une petite partie du travail où on est comme un peu, c'est pas le vrai terme, là, mais on est un peu en délire de se dire « Ok, je vais mourir, là, présentement ». Mais ça n'arrive pas à tout le monde, là. Je ne veux pas vous mettre en panique. Je veux juste vous dire que si c'est votre cas, vous êtes pas tout seul. Puis moi aussi, j'ai eu cette période-là. Les 2 fois que j'ai accouché, il y a plusieurs femmes qui ont cette période-là et elles passe. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'elle passe. Donc, en étant en connaissance de cause, on est plus capable de faire un choix éclairé et de savoir est-ce que je la veux, est-ce que je la veux pas, et de savoir en fait les impacts que ça peut avoir, parce que bien que ça peut être un outil méga génial, il y a quand même des risques qui sont liés à ça et on va les couvrir un peu ensemble. Le choix d'éviter l'épidurale, ça peut être motivé par plusieurs facteurs. Ça peut être simplement parce qu'on veut un accouchement naturel, c'est ce qu'on désire
tout simplement. Ça peut être lié à des préoccupations concernant la mobilité, parce qu'en ayant l'épidurale, on ne sent plus le bas de notre corps, donc ça fait en sorte qu'évidemment, on peut plus se déplacer dans l'espace, puis les déplacements dans l'espace, les mouvements qu'on peut faire aussi pour réduire la douleur ou pour encourager le travail, ça peut les limiter ici. Dans cette mobilité-là, il y a aussi certaines positions qu'on ne pourra pas faire pour donner naissance. Donc ça, je vais y venir plus tard, mais il y a vraiment des positions qui sont favorables pour donner naissance. Et quand on reçoit l'épidurale, évidemment, on ne peut pas toutes les faire. Donc, on est vraiment pris couché. Par contre, sachez qu'il y a des positions qui sont plus favorables que celles couchées sur le dos, qui est, soit dit en passant, la méthode la plus dangereuse et pour vous et pour votre bébé. Allez vous informer là-dessus. Moi, je l'ai vraiment appris après avoir accouché. C'est la méthode qu'on voit dans tous les films, dans tout ce qui nous est présenté, mais c'est quand même vrai qu'il y a d'autres positions qui s'offrent à vous, même si vous recevez l'épidurale, et moi, ça, je l'ignorais. Poursuivons dans les risques. Donc, il y a des risques d'effets physiques, donc des choses que maman peut ressentir, mais aussi bébé. On va commencer par maman. Moi, chose que j'ignorais complètement, c'est la sensation de froid. Mais même si tu sens pas que t'as froid, tu peux trembler vraiment de façon frénétique. Là, genre c'est quand même assez impressionnant. Moi, ça m'est arrivé de trembler et d'avoir aucun contrôle sur ce tremblement-là. Je connais des mamans aussi qui ont des douleurs lombaires des années, et là, je parle de dizaines d'années après avoir reçu l'épidurale, et c'est vraiment au site, c'est vraiment précis où il y avait l'épidurale, et elles le ressentent encore des années plus tard. Il y a aussi les sensations de maux de tête. Bon, je connais pas toutes les sensations, évidemment, mais moi, ce sont les sensations que j'ai ressenties, donc le froid, le tremblement et l'immense mal de tête. Maintenant, les impacts pour bébé, ben, il y a des risques de somnolence, il y a des risques en fait, que ça joue sur son cœur, donc quand on parle de décélérer là, au niveau cardiaque, c'est des choses qui se peut. Ce n'est pas dans tous les cas, mais c'est possible. Donc, autrement dit, ça peut vraiment affecter son énergie et son petit cœur. Lorsqu'on reçoit l'épidurale, il y a aussi plus de chances qu'on ait recours à d'autres interventions médicales. Donc, c'est possible qu'on ait recours au forceps, aux ventouses. Ça peut aussi aller jusqu'en césarienne. Puis, l'utilisation de forceps, de ventouses, là, ça aussi, ça peut avoir un impact pour bébé. Donc, on peut parler de têtes déformées. Il y a certaines têtes qui vont garder cette forme-là. Mais de mes recherches et de mes connaissances, encore une fois, je vous précise que je ne suis pas personnel médical, mais c'est quand même, ça se replace. En général, ça se replace. Il y a aussi des risques d'échymose, donc des bleus sur la tête pour les ventouses. Moi, mon garçon en avait une bonne qui a duré plusieurs jours, je pourrais dire quelques semaines, mais quand même, c'était pas si pire, mais c'était quand même très présent. Donc, c'est un peu le topo que moi, je peux faire, en fait, là, des risques liés à l'épidurale. Encore une fois, votre décision peut quand même être la même. Vous pouvez dire non, puis finalement, oui, je veux l'épidurale. Ça peut s'avérer être nécessaire aussi dans votre cas, mais le mot-clé, encore une fois, les mots-clés, encore une fois, à garder en tête, ce sont choix éclairé. Si votre décision est faite en connaissance de cause de tous ces risques-là, là, après ça, vous pouvez vous dire bon, ben, c'était vraiment ma décision, et on dirait que ça aide à ne pas regretter sa décision. Moi, j'ai beaucoup de regrets face à mon premier accouchement, mais c'est surtout parce que je n'étais pas informée. Mais si j'avais su tout ça et j'avais pris quand même la décision, ben là, à ce moment-là, je pense que ça m'aiderait à ne pas regretter autant de choses. La deuxième réponse, c'était j'aurais préféré aller à l'hôpital moins rapidement. Donc ici, on a une maman qui n'était pas en travail actif, mais qui avait des contractions aux 5 minutes et qui s'est rendue à l'hôpital. Donc on se demande encore une fois pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Donc, encore une fois, tout est une question de préférence. Si pour vous, le milieu médical, le milieu hospitalier, c'est sécuritaire, ça vous met dans une ambiance où vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien, il y a plusieurs de mes points ici qui ne s'appliqueront pas à vous. Mais si vous êtes dans ma situation, qui, comme moi, ça vous stresse, l'environnement hospitalier, vous êtes mieux dans votre petit cocon familial, vous êtes mieux dans une ambiance chaleureuse, ça va peut-être plus
plus vous parler. Donc, pour certaines mamans, ça va beaucoup réduire le stress de rester le plus longtemps possible à la maison. C'est une ambiance personnalisée qu'elles peuvent contrôler. Donc, si vous n'avez pas envie d'avoir des gros néons qui vous exposent au visage, c'est pas une ambiance très tamisée et cute là, à l'hôpital non plus, mais tu sais, justement, vous avez le contrôle sur la lumière, les odeurs, la chaleur, vous êtes dans vos affaires, autrement dit, donc vous pouvez faire tout ce qui vous fait plaisir. Est-ce que vous avez envie de prendre un bain? Parce que ça veut pas dire que votre hôpital a des bains à sa disposition. Plusieurs en ont, mais plusieurs en ont pas non plus. Chose à vérifier si jamais ça vous intéresse, d'appeler votre unité de naissance pour savoir qu'est-ce qui est à votre disposition. En restant à la maison aussi dans son cocon et dans son ambiance qu'on aime, bon, on va dire aussi qu'on favorise le processus naturel du corps, donc toutes les hormones qui sont sécrétées, qui sont nécessaires pour donner naissance. Et on favorise aussi l'intensité du travail naturel qui se fait. On limite aussi les risques, il y a moins d'interventions précoces, il y a moins d'interruptions du personnel qui rentrent à tout bout de champ dans votre chambre. Il y en a qui sont très respectueux de ça, mais il y en a d'autres où ce n'est pas nécessairement le cas. Faut dire aussi qu'en arrivant à l'hôpital, il faut faire en fait un examen du col. Donc si ça, c'est un élément de stress pour vous, ça peut jouer également. Moi, personnellement, ça me stressait tant que j'avais pas perdu les os parce que je voulais pas qu'on me touche tant que la poche n'était pas percée. En faisant l'examen du col pour mon premier, ben l'infirmière a percé ma poche des os. Donc là, après ça, c'est allé très vite. Donc, j'avais des réticences par rapport à ça pour mon deuxième. Mais initialement, en allant à l'hôpital pour mon premier, c'était pas des choses qui me stressaient. C'est juste que j'aurais préféré quand même faire le plus gros de mon travail à la maison et surtout en étant accompagnée parce que moi, je suis arrivée à l'hôpital toute seule. Grande erreur, et on va y venir plus tard. J'ai aussi tiré une statistique intéressante que je vais vous lire. Donc, ça réduit les risques de césarienne. Statistiquement, les femmes qui arrivent en phase active, donc le col dilaté entre 4 et 6, sont moins susceptibles de subir des interventions comme une césarienne. Je trouvais ça intéressant. Je l'ignorais et voyez-vous, en faisant mes petites recherches aujourd'hui, je l'ai su. Encore une fois, là, tout est une question de préférence, de choix. Parce que moi, à mon deuxième accouchement, en étant en maison de naissance, je préférais être sur le lieu de naissance le plus tôt possible. Finalement, j'ai été déclenchée et c'est ce qui s'est passé, donc c'était parfait. Ça me stressait parce que j'étais loin de ma maison de naissance, donc d'avoir tout qui se passait à ma maison de naissance, c'était extrêmement rassurant pour moi. Mais ça restait une maison de naissance, donc je l'avais visitée plusieurs fois. C'était vraiment une ambiance très différente. C'est comme si j'étais dans mon propre salon ou dans ma propre chambre. C'était vraiment très loin de tout ce qui m'angoissait du milieu hospitalier. Mais si il y avait eu quelconque complication pendant ma grossesse ou quoi que ce soit et que j'aurais dû accoucher à l'hôpital, j'aurais préféré faire le plus possible rester à la maison puis aller à l'hôpital juste dans vraiment comme ma dernière phase. Là, je m'en vais donner naissance à l'hôpital, mais tout mon travail, j'aurais préféré le faire à la maison. Mais ça, ce sont mes préférences à moi. Ça veut pas dire, comme je vous dis, que ce sont les vôtres. Et évidemment, là, je tiens à mettre un gros mentionné en gras, highlighté en jaune, que je fais mention ici d'une grossesse qui est sans risque. Il n'y a pas eu de signe d'urgence ou de catastrophe ou quoi que ce soit. Et ça, vous avez la responsabilité aussi de connaître ces signes-là, chose que vous pouvez discuter et en fait être éduqué là-dessus avec une doula ou avec votre médecin ou bien votre sage-femme, évidemment. Troisième point ici, c'est d'apprendre les techniques de gestion de la douleur comme les points d'acupression. Donc, effectivement, ça peut vraiment être un game changer, là. Franchement, là, pour tout votre travail, ça peut vraiment changer la donne. Ma doula m'a apporté tellement pendant ma grossesse, mais si je peux retenir une chose de ce qu'elle m'a appris pour mon travail, mon accouchement, c'est vraiment de changer mon état d'esprit. Premier accouchement, j'étais vraiment en mode je combats la douleur et deuxième accouchement, j'étais vraiment en mode j'accueille la douleur comme une guerrière. Tu sais, il y a une guerre là qui se passe, sauf que je la combats pas, on est en team puis on travaille ensemble pour arriver à un objectif mutuel, là. La douleur et moi, on veut la même chose dans le fond, là. On veut expulser cet enfant pour qu'il vienne au monde. Donc, en comprenant la contraction, elle m'a expliqué qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça faisait sur le corps, pourquoi ça te fait mal, qu'est-ce que ton corps va produire comme hormone aussi pour t'aider à
en fait à endurer cette douleur-là, mais aussi à poursuivre dans les étapes nécessaires à la mise au monde de cet enfant. Bon, en comprenant tout ça, ça m'a vraiment permis d'avoir une meilleure relation, si on veut, avec la douleur. Malgré mon beau mindset, là, ça fait pas tout un beau mindset, donc j'avais vraiment des choses concrètes que je pouvais faire avec mon conjoint ou moi seule comme méthode de gestion de la douleur. Je vais commencer avec les points de pression parce que vraiment c'est ça dont la maman faisait mention ici. Donc moi, mon préféré pendant l'accouchement, c'est vraiment celui qui se trouve entre l'index et le pouce. En fait, comme ça, mon conjoint venait peser vraiment très fort et là, présentement, ça me ferait vraiment très mal, mais sur le coup, ça me faisait vraiment pas mal. C'est un point qui est là pour justement diminuer la douleur des contractions et stimuler le travail. Dans les autres méthodes de gestion de la douleur, il y a des points pour vrai que vous allez dire « Ouais, c'est évident », mais sérieusement, si t'as personne pour te le rappeler, dans le moment, c'est très, très, très possible que tu l'oublies. Il y a des massages. Moi, c'était moins mon thing, mais je sais qu'il y a des mamans que ça les aide beaucoup. Il y a des techniques de respiration. Il y en a qui sont vraiment plus profondes, il y en a plus saccadées. Il y a vraiment des timings aussi où vous pouvez utiliser ces techniques de respiration-là. Il y a des techniques de visualisation, de justement mindset et tout ça, très important. Il y en a qui vont faire de l'hypnonaissance. Moi, chose qui m'a vraiment surprise, que j'ai appris vraiment plus tard, je l'ai pas essayé. Il y a des positions aussi qui sont favorables pour la descente de bébé, pour la gestion de la douleur, etc. Moi, dans mon récit de naissance pour Octavia, vous allez voir que on parle de plusieurs techniques qu'on a utilisées. On a utilisé le rebozo, le squat, la toilette, la fameuse toilette. Je vais vraiment vous référer à ma vidéo parce que c'est là que vous allez avoir tous les détails. Le ballon en appui sur notre partenaire, à quatre pattes. Moi, j'ai donné naissance à quatre pattes. Donc, ce sont toutes des positions qui peuvent aider à progresser dans le travail. Mais si on retourne un peu plus dans gérer la douleur sans nécessairement progresser le travail, tu sais, là, juste qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Il y en a qui vont utiliser l'aromathérapie. Il y a des huiles de nature authentique aussi, là, que c'était pour, en fait, mettre sur le ventre pendant la naissance, qui était, nous, on l'a utilisé. Super intéressant aussi comme produit. Je vais le mettre en lien dans la bio de cette vidéo-ci. Il y a l'immersion dans l'eau. Donc, je vous parlais tantôt du bain. Moi, ça a été... J'ai adoré. J'ai adoré le bain. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis je sentais que j'en avais besoin. Et j'ai passé beaucoup de temps dans le bain. Et j'ai varié aussi les positions dans le bain. Donc, on n'est pas obligé de rester immobile dans le bain non plus. Et certains hôpitaux ou lieux de naissance, en fait, je devrais juste dire lieu de naissance, vous pouvez aussi juste prendre une douche si c'est simplement l'eau chaude qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi utiliser les compresses, donc des compresses chaudes, des compresses froides. Un élément super important que j'avais, moi, ma team de feu pour mon deuxième accouchement qui me le rappelait, c'est que souvent, quand on a mal, on vient crisper, on a mal. La clé, c'est bouche molle, col mou. Donc, des sons graves, des sons qui vraiment... Faut pas qu'on soit crispé de la bouche, autrement dit. Faut vraiment qu'on soit détendu, même si ça travaille. Et justement... Comment c'est plus facile de rester molle, c'est en faisant des sons graves. Et le dernier point, mais non le moindre, c'est le soutien, le support émotionnel, l'accompagnement par, je dis votre partenaire, ça peut être une personne significative, et c'est justement ce qui va nous mener au prochain point. On avait une maman ici qui disait j'aurais voulu en parler plus avec mon conjoint, il était all-in sur toutes mes décisions, mais j'ai jamais parlé clairement. C'est exactement ce que j'ai fait pour mon premier et j'ai fait complètement différent pour mon deuxième. Je vous explique pourquoi. En général, là, pour mon premier accouchement, moi, dans ma tête, tout s'était bien passé. C'est par après, en voyant les répercussions, en analysant, en fait, les risques que j'ai pris sans le savoir et en discutant avec mon conjoint que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu faire différemment. Et mon conjoint s'est senti vraiment impuissant durant cette naissance-là, pas impliqué, déconnecté, parce que justement, il savait pas comment m'aider, comment s'impliquer, quoi faire. Et au final, il me suivait. La différence qui s'est passée pour ma deuxième naissance, c'est que on avait pris toutes nos décisions. En fait,
La plupart des décisions me revenaient, mais je voulais quand même en discuter avec lui. Donc, la discussion était ouverte avec notre doula qui amenait la discussion. On prenait des décisions. Donc, il était au courant de la décision et de la réflexion derrière. Donc, si jamais on avait à prendre une décision ou faire quoi que ce soit, il avait quand même bien compris mon thinking parce que oui, ils nous connaissent, ce sont nos partenaires, nos personnes significatives, mais en devenant maman, on devient une autre personne également. Puis c'est vraiment un moment très unique, là. Fait qu'il peut te connaître de A à Z dans ta vie du quotidien, mais dans ce moment précis-là, il ne sait pas. Puis surtout pendant l'accouchement, on n'est pas nécessairement nous-mêmes ou ça peut faire sortir le plus mauvais en nous, donc il ne sait pas comment nous accompagner si on est en train de crier qu'on l'haït parce qu'on est, on est en train de pousser un bébé, il sait pas où se mettre, il sait pas quoi faire. Bon, en discutant avec lui, non seulement il se sent plus impliqué, mais en plus ça lui permet de mettre ça dans sa cour. Donc, toi, tu te concentres sur donner naissance, gérer ton travail, gérer ton corps qui travaille fort, et lui s'occupe de l'espace, s'occupe du personnel autour, s'occupe de tout ce qui est en lien à l'extérieur de toi pour protéger ça. Et ça, en tout cas, je vais parler au nom de mon conjoint, mais ça, c'est une tâche qu'il adore parce que c'est son rôle protecteur de papa qu'on vient stimuler ici. Donc, ça lui faisait plaisir de prendre ce rôle-là. Tout au long de la grossesse, ça a fait une grosse différence dans notre couple, une belle différence dans notre couple, et au moment de l'accouchement, ça l'a aidé pour plusieurs choses. Premièrement, réduire le stress. Ça favorise aussi la production d'endorphine, qui est une hormone naturelle pour atténuer... Encore le nez bouché, mon rhume de la semaine passée. Pour atténuer la douleur. Justement, c'est un sentiment de sécurité parce que il garde l'espace. Moi, je me concentre sur mon travail. Ça permet ultimement une meilleure gestion de la douleur. Puis, il est là et il est impliqué pour nous aider à faire des positions, à justement gérer l'espace, l'aromathérapie, les bruits, les sons, si vous voulez de la musique, votre playlist de naissance, quoi que ce soit, tu sais, vraiment ça devient dans sa cour et ça permet ultimement de vous aider à gérer tout ce qui se passe dans votre travail, donc la douleur. Puis, ça lui permet aussi de participer aux décisions médicales, donc à la prise de décision, donc pendant que vous faites votre plan de naissance avec lui ou vraiment pendant que ça se passe là, dans l'instant du moment. Je vais y venir justement au plan de naissance, mais que vous soyez accompagné de votre partenaire, d'une personne significative, de votre mère, votre sœur, votre cousine. Moi, c'était le cas. Tristan, en fait, il travaillait à l'extérieur à ce moment-là. On savait pas si j'allais commencer le travail pendant qu'elle allait être à l'extérieur ou quoi que ce soit. Je savais pas si j'allais accoucher puis que mon chum allait être là finalement. J'avais présenté mon plan de naissance à ma mère, ma sœur et ma cousine et elle savait tout quoi faire si jamais, de A à Z, là, si jamais je partais en travail, qu'est-ce qu'il fallait faire. Elles sont toutes venues visiter le lieu de naissance. Elles ont toutes vu la maison de naissance. Elles ont rencontré, pas toutes mes sages-femmes, mais une bonne partie de l'équipe. Et ça faisait en sorte que non seulement moi, j'étais plus sécure, j'étais moins stressée et parce que j'avais confiance qu'elles savaient où qu'elles s'en allaient de A à Z. Là, j'avais même pas besoin de leur donner les directions pour se rendre dans la maison de naissance. Elles étaient venues. Ça permettait aussi qu'elles aussi étaient plus en confiance parce que justement, ils avaient rencontré toute mon équipe et ils avaient vu le lieu de naissance. Ils voyaient aussi parce que maison de naissance, c'est sûr que ça a une connotation un peu plus spéciale et un peu moins connue pour certaines que l'hôpital, qui est un lieu quand même assez connu, je pense, de tous. Mais ça me permettait à moi d'être plus sécure, mais ça leur permettait à eux aussi d'être plus sécure. Et en leur mettant cette grosse responsabilité-là entre les mains, veut pas, ça leur permettait, eux autres aussi, d'être en contrôle parce qu'on avait toutes vu, point par point, mes décisions, puis comment ça allait se passer et tous les petits détails, finalement, qui étaient en lien avec la naissance. Donc justement, tous ces petits détails-là, tous ces petits points-là, ça fait partie du plan de naissance et on parle de ça dans le prochain point. La 5e réponse, c'était d'avoir un plan de naissance pour tout ce qui est les worst case. Donc pas juste ce serait quoi mon plan de naissance parfait, mais ce serait quoi même dans les pires cas ou dans tous les autres cas. Donc la réponse ici, ça vient d'une maman qui c'était son 2e accouchement, c'était supposé être un accouchement facile et malgré tout, elle aurait voulu avoir un plan de naissance pour les worst case. En effet, nous, c'est ça qu'on avait fait. On avait un plan de naissance pour le plan idéal et les autres
possibilités. Donc, on va pas nécessairement dire qu'un est meilleur que l'autre, mais clairement, un était plus favorable que l'autre. Il y en avait un que je désirais plus que d'autres, mais on les avait tous faits. Et il y avait vraiment des décisions qui n'étaient pas nécessairement faciles à prendre, mais ça permettait quand même de prendre la décision avec un beau pas de recul et d'avoir le temps de se dire sais-tu quoi, ça, je suis même pas prête à y répondre aujourd'hui, je vais dormir là-dessus, puis on y revient. Fait que vraiment, d'avoir fait ça des semaines avant l'accouchement, ça nous a permis d'avoir en fait un plan de naissance vraiment béton. Donc, dans mon cas à moi, on avait fait un plan de naissance pour maison de naissance, milieu hospitalier, puis césarienne. Ce n'était pas nécessairement césarienne d'urgence parce que ça aurait pu être une césarienne planifiée, mais moi, comme ça m'angoissait, tout ce qui était milieu hospitalier, donc césarienne aussi, ça devenait comme angoissant si j'étais vraiment dans le feu de l'action, dans ce mindset-là de césarienne. Je voulais avoir pris certaines décisions avant. Dans les décisions, tu sais, on parle de décisions, mais aussi des petits détails qu'on néglige parfois, ou à quoi on ne pense pas nécessairement, mais je vais vous en donner un justement pour la césarienne qui, pour moi, était super important, c'est que si je m'en allais en césarienne, je voulais absolument avoir des écouteurs pour pouvoir écouter ma playlist de naissance. Ma playlist de naissance, elle a joué tout le long de mon accouchement, en fait, dans ma chambre en maison de naissance, mais si j'allais en césarienne, je voulais quand même avoir ma playlist parce que c'était quelque chose qui m'apportait du réconfort et la césarienne, c'était quelque chose d'anxiogène pour moi. Donc, je savais que si je m'en allais à la césarienne, bon, c'était inévitable. Je pouvais pas refuser la césarienne. C'est pas dans le sens que je refuse quelque chose en lien avec une procédure médicale importante, mais c'était plus dans le sens où qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est dans la mesure de mon contrôle que je peux apporter ou que je peux tout simplement demander pour m'aider moi. J'ai aussi une amie qui, justement, c'était supposé d'être un accouchement, deuxième accouchement simple, que tout allait bien se passer, etc. Puis elle se disait, si c'est comme mon premier, moi je veux une césarienne tout de suite. Puis non, ça devrait bien aller, etc. Finalement, elle a fini en césarienne. Elle n'avait pas fait son plan de naissance et elle aurait voulu indiquer sur son plan de naissance que si elle s'en va en césarienne, elle veut se faire la ligature des trompes. Elle ne l'a pas mentionné, donc ils n'ont pas pris la décision pour elle non plus. Ils n'ont même pas pensé de lui demander, donc ça s'est pas fait. Et si elle veut le faire, bon, elle doit en fait faire toute l'opération, alors que là, elle était déjà comme prête à recevoir cette procédure-là. Elle en avait parlé, je crois, avec son médecin, mais son médecin, c'est pas nécessairement ce médecin-là qui va être là pour ton accouchement, c'est pas nécessairement lui non plus qui va faire ta césarienne, on s'entend. Donc, ça s'est pas su et c'est quelque chose qu'elle regrette énormément aujourd'hui. Donc, le plan de naissance, il y a certaines personnes qui voient ça comme étant des obstacles et des irritants pour le personnel médical. Sachez qu'il y a beaucoup de gens, de membres du personnel médical qui adorent ça. Faut quand même que votre plan de naissance ce soit pas un guide de 6 pages. Il faut que ce soit une page avec, si vous pouvez mettre en fait là, des petites images assez simples à comprendre. Il faut que du premier coup d'œil, elle puisse le comprendre. Donc, avec ça, en fait, il y en a beaucoup qui veulent nous accommoder dans la mesure du possible. Et si ça peut vous permettre d'avoir l'accouchement de vos rêves, pourquoi s'en priver? Ce plan de naissance-là aurait peut-être pu aider les prochaines mamans que j'ai regroupées pour le dernier point, donc le point numéro 6. Ça regroupe plusieurs messages. Donc, le premier, c'était « m'écouter plus et mettre mes limites ». Puis un autre message disait « mettre mon pied à terre pour ne pas avoir le pitocin en même temps que le ballon dès le départ ». Donc, c'est sûr que je connais pas tout le contexte de ces mamans-là, mais je pense qu'une personne significative et qu'un plan de naissance peut aider à ce genre de choses-là. Je suis la première à vous dire écoutez-vous, puis battez-vous pour ce que vous voulez, puis etc. Par contre, dans ce cas précis-là, je pense que notre énergie devrait être concentrée à donner naissance et non à se battre. À se battre pour nos convictions, nos croyances, nos choix. Tu sais, je pense que ça devrait pas être dans notre cours à nous. On est en train de faire un méchant gros travail. Ça devrait, à mon avis, être dans la cour d'une personne significative, de votre partenaire, de votre mère, de votre sœur, peu importe, là, vous connaissez la chanson, mais première des choses, vous devriez pas avoir à vous battre pendant que vous donnez naissance. Votre personne significative ne devrait pas avoir à se battre non plus. Vous devriez être respecté, mais on sait que c'est pas tout le temps le cas, malheureusement.
J'espère que vous entendrez pas le bip 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 du camion là, qui passe puis qui recule pendant 10 minutes, là, mais bon, on va poursuivre la vidéo quand même. Et je vais parler de façon plus personnelle. Des fois, de s'écouter, c'est que tu l'entends, la petite voix dans ta tête qui hésite, mais t'es pas nécessairement éduqué assez pour, première des choses, comprendre pourquoi tu entends cette petite voix-là, puis deuxième des choses, remettre en question un personnel médical qui a eu de la formation, qui sait ce qu'ils font, tu as envie d'avoir confiance aveuglément en eux, mais c'est bien d'avoir confiance en son personnel puis là je dis médical, mais le personnel qui est là, que ce soit sage-femme ou personnel médical, mais je pense que le mot aveuglément peut devenir dangereux ici. Je pense que c'est bien de questionner, sauf que quand on n'est pas éduqué, on sait même pas sur quoi questionner. Mais tout de même, écoutez-la, cette petite voix, et si vous ne savez pas, demandez. Demandez c'est quoi les risques de. C'est une question vraiment valable et qui, moi, m'aurait évité ce que je m'apprête à vous raconter. Donc, moi aussi, j'ai eu une expérience mitigée avec le pitocin. Donc, pour celles qui ne savent pas c'est quoi le pitocin, dans le fond, c'est une hormone synthétique c'est une version synthétique de l'oxytocine, qui est une hormone qu'on produit naturellement. Et on l'utilise pour accélérer le travail ou induire le travail. Tu sais, quand il y a rien qui se passe ou quand il y a quelque chose qui se passe, mais il faut un petit kick. Ça peut être un outil médical précieux, ça peut avoir un impact tout à fait normal pour vous, mais ça peut aussi, en fait, ça comporte des risques et moi, je les ignorais quand je l'ai reçu. Donc, on parle de contraction excessive, donc ce serait une hyperstimulation utérine. Je connaissais pas ce terme-là, là, je l'ai cherché puis j'ai trouvé. Diminution du débit sanguin de l'oxygène pour bébé. On s'entend que ça, c'est assez grave, là. Moi, si on m'avait dit ça, j'aurais dit non tout de suite. Il y a des risques plus important, plus accru d'avoir d'autres interventions médicales. Donc, on parle ici de la cascade d'intervention. Donc, pourquoi je vous en parle, c'est que moi, je l'ai reçu à mon premier, beaucoup trop tôt à mon avis à moi, et ça l'a impacté tout le reste de mon accouchement. Donc, moi, en arrivant, justement, comme je vous disais tout à l'heure, l'infirmière avait percé ma poche des os qui avait déjà été fissurée. C'était pour ça, initialement, que j'y allais. Je perdais un peu d'eau, mais vraiment pas en grande quantité, puis vraiment très... J'en avais perdu un peu pendant la nuit, puis ça s'était arrêté. Puis initialement, je venais juste pour tester si c'était vraiment du liquide amniotique que je perdais. Mon chum travaillait, donc j'étais vraiment comme tout seul là, dans ma pièce. Et rapidement, ça s'est transformé assez chaotique dans la pièce. Justement, là, elle me disait que là, on va me mettre, on te met sur le pitocin, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, c'est mon premier accouchement. J'ai aucune idée que quand je perds les os, ben après ça, mon travail est très rapide puis très, très intense. Elle non plus, elle le sait pas, là, évidemment. Et, en fait, ils y administrent le pitocin parce que ils veulent que tu accouches dans un certain délai. Moi, on m'avait dit un délai beaucoup trop court, vraiment, qui m'a vraiment fait peur, qui m'a vraiment angoissée, là, genre fallait que j'accouche dans 4 heures, là, je comprenais pas ce qui se passait, donc c'était pas tout à fait la réalité, j'avais du temps en masse, mais finalement, c'est pas la décision qui a été prise. Je suis passée d'avoir des petites crampettes au ventre à j'ai une douleur immense, même l'infirmière m'a dit, ben là, ça se peut pas, là, tantôt t'étais à, mettons, 2 sur 10, puis là, tu me dis que t'es à 7, c'est immense 7. Je suis comme, ben, je m'enligne sur le 8, là. Fait que oui. Fait que c'est allé très, très vite. Si c'est vite pour moi, qui a comme pas eu le temps d'assimiler, imagine pour mon corps, qui était même pas prêt encore à tout ça, puis qui essaie de juste gérer ce qui se passe. Imagine pour mon bébé. Lui, tout bien au chaud, tout va bien, puis il se dit « Ah, ça commence, là je commence ma danse pour sortir d'ici », puis finalement, il se fait bardasser comme jamais. Ça n'a pas juste un impact sur moi, là, ça a un impact sur lui aussi. Et ce qui a été le plus difficile de tout ça, c'est que je n'avais aucune pause pendant mes contractions. Donc, on dit souvent, tu sais, c'est 60 secondes de douleur, respire, ta-ta-ta. Moi, c'était vraiment pas 60 secondes de douleur, OK? C'était interminable. Et comme j'avais perdu mes os, ils m'ont mis sur le monitoring. Donc, j'avais comme un élastique sur le ventre qui monitorait, ce qui me limitait beaucoup dans mes mouvements. Mais aussi, je voyais ma contraction qui ne descendait jamais à 0. Donc, j'étais vraiment épuisée, à bout de souffle. Si ce n'était pas de l'épidurale,
je sais pas comment j'aurais fait pour accoucher, sincèrement, parce que j'étais épuisée, puis j'étais même pas rendue à pousser. J'ignorais aussi qu'il y avait d'autres positions possibles pour pousser, justement, quand on reçoit l'épidurale. Donc, comme on m'a positionnée, on m'a guidée dans mes poussées également, et j'ai su par la suite que, effectivement, la poussée qu'on voit sur le dos, c'est la plus dangereuse et pour maman et pour bébé, et qu'il y a d'autres possibilités si on veut accoucher dans une autre position plus favorable pour maman et pour bébé, malgré qu'on a reçu l'épidurale. Mais bon, tout ça pour dire qu'au final, ça s'est quand même bien passé, tout ça, mais au final, le médecin m'a dit, bon là, faut vraiment falloir que tu pourrais pousser encore un peu, là, parce que je le vois et tout, il est bien engagé, mais il faut vraiment que je le sorte parce que là, son cœur, ça va pas. C'est-tu quelque chose que t'as pas envie d'entendre ça pendant que tu pousses pour ton petit bébé? Et je le voyais aussi sur le moniteur, là, mais j'essayais de ne pas me concentrer là-dessus. Donc, effectivement, on l'a sorti avec la ventouse. Il a eu son petit bleu sur la tête pendant plusieurs jours. Ça l'a aussi affecté physiquement, tu sais, outre le bleu. C'était un bébé... Tu sais, il était quand même fatigué, là. L'intensité du travail, comme je vous dis, c'était pas juste sur moi, c'était sur lui aussi. Est-ce que c'est aussi l'épidurale qui l'a épuisé? Possible. Et tout ça, ça l'a beaucoup affecté mon allaitement. Ça l'a affecté le fait qu'il prenait pas assez de poids parce qu'il dormait trop. Et, tu sais, même si j'essayais de le réveiller, là, vraiment, là, fait qu'on misait sur le biberon pour qu'il y ait de plus grandes quantités et qu'au moins, on voit ce qu'il peut boire. Bref, malgré tout, j'en ai eu un bon souvenir. Oui, il y a des choses que je ferais différemment et ça n'a pas juste un impact sur le moment. Des fois, les impacts peuvent traîner pendant des semaines et voire des années. Donc, c'est pour ça qu'on dit d'être au courant, de s'instruire, de lire des livres, d'écouter des podcasts, d'avoir une doula, de poser les bonnes questions au personnel qui vous entoure, parce que au final, si c'est votre décision, ça reste votre décision, mais si au moins c'est fait sur un choix éclairé, ben c'est plus facile de vivre avec ça après. Ce qu'on doit retenir, en fait, de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de donner naissance, en fait. Vos choix sont les vôtres, ils se doivent être respectés. Même par moi, la fille sur YouTube qui en parle. J'espère que vous ne voyez pas ça comme des attaques, là. C'est vraiment fait dans la plus grande bienveillance et je suis pas là pour critiquer, mais plus pour ouvrir la discussion, ouvrir les questionnements que vous avez pour vous dire que ces questionnements-là, ils ont leur place. Et aussi pour vous faire connaître d'autres alternatives que moi-même j'ignorais et que j'ai appris avec ma doula. C'est ce qui conclut notre capsule aujourd'hui, donc j'espère que ce format-là vous aura plu. Si oui, faites-moi un petit thumbs up. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner. Et pour les mamans qui s'apprêtent à donner naissance, les parents qui s'apprêtent à entrer dans cette belle phase-là, je vais vous laisser 2 vidéos qui vont apparaître à l'écran. Souvent, quand je pointe ici, ça se ramasse là, et quand je pointe là, ça se ramasse là. Ça s'affiche à l'écran et c'est 2 vidéos qui vont pouvoir vous aider dans votre préparation à la naissance et dans le mindset que vous pourrez préparer, en fait, là, un beau mindset de choses douces et positives avant de donner naissance. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine capsule.